Bonjour à tous, bonjour Mylène. Bonjour Vincent. Bienvenue dans Découverte, le magazine. Au programme, un dossier sur l'éducation, sur les collèges, les universités et la robotique, mais aussi du cinéma, des jeux vidéo et Jean-Paul Gaultier. En deuxième partie d'émission, donc, la découverte du jour avec l'exposition Jean-Paul Gaultier. On recevra après l'animateur Boguri, on parlera avec lui jeux vidéo et salles d'arcade. Avant la pub, les robots vont-ils remplacer les humains? Pour en parler, le créateur de RobotSwim et la directrice adjointe d'Autisme sans frontières des Yvelines qui seront accompagnés de leurs robots. Mais avant cela, une question, les universités vont-elles vers la banqueroute? Mylène, pour commencer, une question et surtout la réforme du collège. Parmi les mesures annoncées, la ministre a décidé d'introduire le numérique dans l'éducation. Date annoncée janvier et surtout rentrée 2016. Pour en parler, nous recevons sur le plateau Damien Raymond, secrétaire général de la Ligue de l'enseignement des Yvelines. Bonjour Damien Raymond, Bonjour Andrea. Bonjour Mylène, bonjour Vincent. Alors Andrea, la France commence tout juste à considérer le numérique sérieusement. Et oui, d'ici quelques années, fini les copies corrigées au stylo rouge ou encore les dizaines de feuilles polycopiées distribuées en masse qui participent à la déforestation de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Place aux tablettes numériques, aux tableaux interactifs numériques, en attendant les jeux vidéo et même l'Oculus Rift. Andrea, quels sont les moyens mis en place actuellement dans les établissements? Eh bien, comme on peut le voir ici à 3IS, les étudiants travaillent en majorité sur des ordinateurs et ça a été vraiment la vraie première apparition du numérique à l'école, suivi peu de temps après des rétroprojecteurs. Depuis quelques années, on peut aussi voir dans certains établissements l'apparition d'un tableau numérique interactif. Alors, qu'est-ce qu'un tableau numérique interactif dit TNI? Ce tableau permet à l'enseignant de projeter des contenus multimédia interactifs que lui ou l'élève peut modifier directement, une sorte de tableau blanc donc interactif. Quels sont les avantages de cette numérisation de l'école? Alors, il y a de nombreux avantages, assurément, à ce que les élèves soient de plus en plus familiarisés avec cette technologie. Outre rattraper le retard avec les pays voisins, le fait par exemple de n'avoir qu'une tablette au lieu de 4 cahiers et 5 livres dans son cartable, ça résout déjà le problème des cartables trop lourds qui est soulevé chaque année par les fédérations de parents d'élèves. Mais la numérisation peut également venir en aide aux personnes handicapées, et plus particulièrement aux personnes autistes, car des applications ont été développées et cela leur permet de développer leurs idées plus facilement. Ce qu'on verra avec le robot Nao. Le numérique, du coup, c'est tout bénef. Alors, je pense qu'on peut quand même s'interroger sur quelques points. Quel sera le futur de l'écrit des élèves? Les tout jeunes apprendront-ils à écrire ou alors devront-ils épeler leur nom dès 4-5 ans directement sur des smartphones? Est-ce réellement sain de mettre un enfant devant un écran dès le plus jeune âge alors qu'on sait tous les dommages que peuvent causer les écrans? Et enfin, comment introduire des techniques comme les jeux vidéo ou l'Oculus Rift sans qu'il y ait des débordements ou des dérives et que les enfants soient vraiment concernés et se sentent vraiment à l'école? Ce sont toutes ces questions que le gouvernement devrait chercher avant de passer à l'ère totale numérique. Merci Andrea. Du coup, qu'est-ce que ça apporte concrètement aux élèves? On va revenir plus au collège. Qu'est-ce que ça apporte déjà de positif? Je crois au-delà des points qu'a souligné Andrea, il y a en jeu une véritable rénovation de la pédagogie. L'exemple de la pédagogie traditionnelle, c'est un professeur qui propose un cours magistral et des élèves qui ensuite rentrent à la maison et à la maison vont réaliser des exercices. Finalement, les actions les plus compliquées se réalisent à la maison. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles la France a un système éducatif relativement inégalitaire. On dit parfois que la France a la meilleure école du monde, oui, mais seulement pour la moitié des élèves, ceux qui réussissent. C'est-à-dire ceux qui, à la maison, ont un environnement, peuvent mettre en place un certain nombre d'actions pour réussir. L'idée, là, avec le numérique, c'est par exemple d'inverser la pédagogie. Le cours magistral que l'on proposait en classe, on le met à disposition à travers des vidéos, des balados, voire même en proposant aux élèves d'aller se renseigner eux-mêmes, puisque en ligne, on a un certain nombre de contenus. Et en classe, on va travailler sur les actions les plus complexes, faire travailler les élèves en sous-groupe par rapport aux informations qu'ils ont glanées à l'extérieur, demander à un élève de présenter les informations qu'il est allé chercher à l'extérieur à d'autres, etc. C'est-à-dire inverser, en somme, les actions pédagogiques. Le problème, c'est que ce sont encore des enfants, des collégiens, ils sont jeunes. Est-ce qu'ils vont à la maison travailler autant comme ça? Et est-ce que les parents vont les soutenir derrière? Alors, à la maison ou éventuellement dans l'établissement, mais dans d'autres espaces que le cours. Ça veut dire peut-être
qu'il va nous falloir penser le collège, et ça se fait déjà dans un certain nombre d'établissements, comme des collèges désormais plus intégrales. C'est-à-dire qu'on rentre à 8 h, on sort à 17 h, quels que soient les aléas. Et quand un professeur est absent, ou quand il y a ce que l'on appelle dans certains collèges encore trop souvent des heures de permanence, eh bien plutôt que de mettre tous les élèves dans une même salle, on va leur proposer des espaces de travail où ils vont avoir accès à ces contenus numériques et ils vont pouvoir travailler finalement avant le cours sur finalement des aspects qui ne nécessitent pas forcément d'avoir un prof et un élève l'un en face de l'autre. Si on veut que demain les collectivités investissent davantage dans le numérique, avec le soutien de l'État, avec le soutien de certains partenaires privés, ça coûte cher et du coup, il faut sans doute penser, nous avons un projet Ligue de l'enseignement qui s'appelle la Maison des savoirs et de la formation, il faut sans doute penser la mise à disposition de ces outils à la fois pour les élèves en formation initiale, mais à la fois dans les mêmes établissements, pas au même moment, pour les habitants du territoire. Comment une école peut-elle devenir une maison des savoirs, tournée aussi vers des actions de formation tout au long de la vie, et comment on peut mutualiser ces outils, certes pour la formation initiale, mais aussi pour les habitants d'un territoire. Mais justement, qui est-ce qui va financer toutes ces tablettes et ces tableaux numériques ? La plupart du temps, et là le plan du gouvernement tourné vers le numérique à l'école montre que ces financements sont des financements déjà croisés entre l'État, les collectivités locales, mais aussi des partenaires privés. Les plans d'investissement, notamment les plans d'investissement de l'État qui ont été annoncés par la ministre, lorsque le département des Yvelines investit dans les collèges, il le fait à la fois avec des financements publics, mais aussi avec des partenaires privés qui investissent à travers des fondations. Alors évidemment, ce ne sont pas toutes les entreprises, ce ne sont pas toutes les fondations. Évidemment, il y a des chartes éthiques, de façon, par exemple, à ce que les élèves, lorsqu'ils travaillent à travers des outils qui ont été financés à la fois par des partenariats publics et privés, n'aient pas la marque de la fondation scotchée sur le maillot derrière ou on incrusté. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui des moyens, si vous voulez, de financer ces équipements. Il y a des moyens, mais dernière question, est-ce qu'il y a un retard aussi ? On voit la Turquie qui investit énormément. 17 millions de tablettes vont être distribuées dans les écoles. 620 000 tableaux interactifs, 9 milliards d'euros de budget. Là, on voit que la France est un petit peu en retard, non ? Oui, il y a des écarts en tout cas. Il y a des écarts sur certains territoires, dans certains établissements. Il y a incontestablement du retard. Donc comment effectivement on peut davantage uniformiser tout ça et comment effectivement on peut faire un effort qui se traduise pour chacun de nos enfants et chacun de nos adolescents par des outils qui leur permettent de créer, etc. Et puis, il y a aussi un retard sur d'autres aspects du numérique. Aujourd'hui, par exemple, on propose des actions d'éducation aux enfants, aux adolescents autour des réseaux sociaux. Mais on ne pense pas suffisamment à proposer une sorte de travail en commun pour pouvoir aborder cette approche, cette entrée sur les réseaux sociaux, ne pas laisser les adolescents dans des entre-soi et pouvoir les aider à construire une identité numérique ou à créer sur le net en le faisant à la fois de façon plus sécure, mais de façon plus originale. Restez avec nous. Merci beaucoup, Andrea. Merci, Andrea. On va passer du collège aux études supérieures. Dans quelques jours, les universités vont connaître leur budget 2015. Un budget qui stagne, voire qui baisse d'année en année, alors que le nombre d'étudiants, lui, augmente. Un manque d'argent qui se traduit par des suppressions de cours, de filières, même de postes d'enseignants. Et c'est même parfois les conditions des étudiants qui se dégradent. Pour en parler, on accueille Alexandre Leno. La loi LRE, on sent que c'est ça le véritable problème. Déjà, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça a changé pour les universités ? Eh bien, la loi LRU, c'est la loi relative aux libertés et aux responsabilités des universités, dite aussi loi Pécresse, qui fut adoptée en 2007, en août 2007, sous le gouvernement Fillon. Eh bien, les objectifs du gouvernement de l'époque sont multiples. D'abord, rendre les universités attractives et rendre la recherche universitaire visible à l'échelle internationale. Mais avant tout, la loi consacre l'autonomie financière totale des universités, c'est-à-dire qu'une université peut gérer 100% de son budget, alors qu'elle n'en gérait que 25% en 2007. Les universités ont désormais tendance à faire venir de l'argent du privé, donc ce que reprochent les syndicats effectivement d'enseignants et d'organisations étudiantes qui voient un risque de privatisation des universités et la possibilité pour elles d'investir que dans les filières qu'elles jugent rentables. En fait. Et depuis la LRU, le président de l'université finalement est un peu le patron.
Il est en tout cas le manager de son personnel, il s'occupe des titularisations, détachements, délégations, avancements. Plus besoin d'en référer à l'État. Il a également un droit de veto sur le recrutement des enseignants. Alors pour illustrer le problème, Alexandre, on va prendre l'exemple de l'université Paris-Sud à Orsay dans l'Essonne. Le mois dernier, une grande partie des étudiants et des enseignants se sont mobilisés contre l'austérité budgétaire qui leur est imposée. Le mouvement s'est ensuite déplacé devant le ministère de l'Éducation supérieure à Paris pour une journée de manifestation nationale. Vincent, Alexandre et Quentin les ont suivis. On va faire circuler cette pétition, c'est qu'on vous invite à la lire, à la signer. Journée mouvementée à l'université d'Orsay. Le 18 février dernier, les étudiants ont vu débarquer en plein cours un petit groupe de révoltés. Le but, obtenir un maximum de soutien pour le 5 mars, journée de manifestation à Paris. L'année prochaine, s'ils ne rétablissent pas les postes, c'est 15% des heures d'enseignement qui vont être supprimées. Le cortège avance de salle en salle dans toute la faculté. Mais parfois, certains professeurs ne jouent pas forcément le jeu. Ce genre de situation reste rare. Une grande majorité des enseignants soutiennent le mouvement. Tous dénoncent les coupes budgétaires et le manque d'effectifs dans le personnel. On est tous, que ce soit chercheurs ou enseignants, on est tous dans cette galère-là. Donc bien sûr, moins de financement, ça veut dire en effet moins de temps aussi pour pouvoir faire au mieux ces missions. Un manque de 6 millions d'euros selon les contestataires. Les étudiants, eux aussi, ressentent ces coupes budgétaires. Que quand on est dans un TD où on est 50, c'est qu'on ne peut pas poser des questions aux chargés TD, donc ça perd vraiment la nature de ce que c'est qu'un TD en tant que tel. Quand on veut multiplier les cours magistraux, du coup on met moins d'accès sur la pédagogie. Des suppressions de filières annoncées et des travaux dirigés retirés. Ce sont les conditions de travail des étudiants qui se dégradent, dans un confort parfois très rudimentaire. Les amphis en général ne sont pas chauffés, ou très peu, donc on fait cours dans des amphis à 16 degrés. Ou même à 13 parfois. Les salles de TD, les salles de TP en général sont trop petites, il n'y a pas assez de salles d'informatique. On se bat tout le temps pour avoir des salles avec du matériel informatique suffisant. Rendez-vous donc le 5 mars devant le ministère de l'Éducation supérieure et de la Recherche. Pour l'occasion, près de 1000 personnes d'universités différentes se sont déplacées. Ils manifestent leur mécontentement à la ministre Geneviève Fioraso et réclament 200 millions d'euros pour l'ensemble des universités. Pour ces étudiants, il s'agit avant tout d'un choix politique. On a 6 milliards d'euros qui sont consacrés au crédit impôt recherche pour les grandes entreprises qui sont exonérées fiscalement pour qu'elles puissent faire de la recherche. Nous, on veut que cet argent-là il soit investi dans le service public pour assurer une formation de qualité à l'ensemble des étudiants. Partout en France, le manque d'argent se traduit souvent par des locaux mal entretenus. On est dans des locaux déplorables, on est vraiment dans des locaux mal entretenus et ceci tant pour le personnel qui fait la recherche que pour les étudiants dans les amphis. Il y a des photos qui ont circulé sur le net, etc. Eh bien c'est la réalité, c'est pas une université où c'est comme ça. C'est comme ça dans beaucoup d'endroits. Un assistant de la ministre a accepté de recevoir une délégation de 6 personnes, composée d'étudiants, d'enseignants et de personnel. 2 heures plus tard, il raconte ce qu'il s'est passé lors de cet entretien. Ils nous ont dit, on vous a donné plus d'argent, alors pourquoi vous vous plaignez? Comme on leur a dit, de toute façon ça ne suffit pas, et tout ça c'est du baratin. Le constat il est simple, il manque des millions dans l'ensemble des universités. Les universités n'ont finalement pas obtenu gain de cause, mais la plupart gardent espoir et promettent de continuer la bataille contre le gouvernement. Donc voilà, petite précision, Orsay c'est une université qui a été créée en 71. C'est en 2014 29 000 étudiants environ pour un budget de 390 millions d'euros, ce qui est pas mal, mais il manque 200 millions, on l'a vu dans le reportage. Alors Alexandre, je voulais savoir comment les enseignants ont protesté. Dans un premier temps, Mylène, par la rétention des notes, qui concerne surtout le département biologie à Orsay. Entre 1500 et 2000 étudiants seraient concernés. Puis par la grève, après le 5 et le 12 février, jour de mobilisation, environ 200 personnels de l'université se sont réunis le 18 février dernier sur la question des coupes budgétaires. On l'a vu là dans le reportage, il y a plusieurs problèmes. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Alors oui, quelques autres problèmes. Le gel de la campagne de recrutement ATER, par exemple, attaché de temporaire d'enseignement et de recherche, afin de maintenir le budget à l'équilibre, assure le président de l'université.
mais aussi la réorganisation des formations, la suppression d'options et le non-renouvellement des 75 postes d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Est-ce que ça vous parle un peu le problème des universités ? J'ai le sentiment qu'on est un petit peu face aux universités dans la même situation qu'avant la décentralisation pour les collèges et les lycées. C'est-à-dire préciser la décentralisation. La décentralisation, grosso modo, ça date de 25 ans. On est passé d'une situation où c'était l'État qui gérait le foncier des collèges et des lycées à une situation où cette compétence a été transférée au département pour les collèges et aux régions pour les lycées. Et depuis 25 ans, les investissements ont été considérables pour construire de nouveaux établissements, rénover les anciens, etc. Sortir par exemple de ce que l'on appelait les collèges paillerons lorsque dans les années 60 on devait construire un collège par jour en France. Alors, un par jour, parce qu'il y avait une massification de l'entrée au collège, ce qui n'était pas le cas auparavant, et donc du coup il fallait faire face à une demande croissante. Mais là vous ne pensez pas que c'est la LRE ? Alors, je crois que, si vous voulez, la difficulté, c'est qu'il y a un retard d'investissement considérable dans le foncier d'université. Là, on le voit dans le reportage, sur des questions pratico-pratiques, des questions de confort matériel auxquelles sont soumis les étudiants. Et puis en France, il faut peut-être qu'on y réfléchisse, on a véritablement un enseignement supérieur à 2 vitesses. Il y a d'un côté des grandes écoles, qui sont largement dotés, sur lesquels les investissements sont importants et renouvelés, avec des conditions d'enseignement qui sont extrêmement favorables pour des élèves qui sont déjà les meilleurs. Eh bien, je pense à l'ensemble des grandes écoles de la région parisienne. Vous savez qu'elles sont nombreuses et certaines sont très proches d'Orsay. Et de l'autre côté, il y a des universités publiques comme Orsay, qui aujourd'hui, quelles que soient les dispositions, comme la loi LRU, mais les problèmes existaient avant, ont un retard considérable en termes de confort et d'investissement. Merci Alexandre, merci Damien Rémy. Merci à vous. Alors, comme dans beaucoup d'universités qui existent à Paris Sud, une licence professionnelle en production industrielle. Une des spécialités de cette formation, c'est la robotique, Vincent. Elle prépare les techniciens français de demain. Et au cœur de ce marché qui grandit chaque jour, c'est les robots. La France est particulièrement créative en la matière. Des robots pour soigner, pour travailler, pour faire le ménage, la vaisselle, tout ce qu'on veut, l'aspirateur, et même pour enseigner au risque de remplacer les humains. Alors, quelle place occuperont-ils dans 10 ans ? Pour en parler, accueillons Christophe Tibaré, créateur de RoboSwim, et Véronique Moulin, directrice adjointe d'Autisme sans frontières dans les Yvelines, accompagnée de Nao. Nao. Alors Christophe, vous êtes le fondateur de RoboSwim et vous avez créé des poissons robots. Alors, à quoi ça sert du coup? Vous l'avez dans la main, on voit le poisson. Voilà, donc, le voilà, notre fameux Jessico, parce que c'est son petit nom, Jessico, ce robot poisson. Alors qu'est-ce qu'il fait concrètement, ce robot? Alors, concrètement, ce qu'il fait, c'est qu'il nage, c'est déjà pas mal pour un poisson. Il nage et en fait, c'est vraiment, ça a été créé, c'est un robot qui a été créé comme vecteur d'émotion. Donc c'est vraiment, on est vraiment très proche du poisson qui va être par exemple dans une salle d'attente, dans un bâtiment public par exemple, ou dans un musée. Donc on est vraiment très proche de ça. Donc c'est un robot qui a été vraiment conçu pour nager toute la journée, pour transmettre des émotions aux gens. Des émotions ? Des émotions, voilà. Ça, c'est vraiment transmettre un côté apaisant, un côté interactif aussi. Est-ce que les vrais poissons, non ? Disons que les vrais poissons déjà sont beaucoup moins interactifs que celui-là. Parce que celui-là, on est capable on peut l'attirer, on peut lui demander d'aller chercher quelque chose. Voilà, on a vraiment ce côté très, très lié. Voilà, lui, il n'a pas peur, on peut toujours le faire venir. Et donc, il transmet les émotions par ce côté de nage, d'apaisement. Et puis aussi le fait qu'il est capable de nager en banc. Donc, on voit aussi, c'est vraiment un spectacle lumineux très impressionnant. Véronique Moulin, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes directrice adjointe d'Autisme sans frontières dans les Yvelines. C'est une association qu'on connaît peu. Quelles sont ses missions ? Alors, les missions de l'association, c'est essentiellement accompagner les enfants qui ont des troubles autistiques et troubles associés, et donc les accompagner vers leur scolarité le plus possible, et les accompagner au quotidien quand ils ne sont plus accueillis dans une école ou qu'ils n'ont pas de place dans un établissement spécialisé. Donc un moyen de les accompagner, c'est ce robot, Nao. Avant d'en parler, on va le présenter en images. Vous l'avez sûrement vu squatter les plateaux de télévision avec Thierry Ardisson. Au Grand Journal, c'est devenu une véritable star. Pure création française de la société Aldébaran en 2006. Ce robot semble être le parfait compagnon pour les humains et surtout pour les enfants, car il est capable même d'enseigner. Il aura bientôt une place dans votre maison. Alors, Mylène, Camille et Quentin l'ont rencontré pour vous.
Monsieur le Président, enchanté de faire votre connaissance. Il faut lui serrer la main. Ah, il faut lui serrer la main, d'accord. Du haut de ses 60 cm, Nao a fière allure en 2013 dans les bras du président François Hollande. Nao, c'est lui. Créé en 2006, le petit robot d'Aldébaran est une star. La société française pionnière dans l'Hexagone depuis 2005 commercialise plus qu'une machine, c'est un compagnon au quotidien. C'est très impressionnant. Les robots d'Aldébaran sont tous des robots compagnons. C'est donc des robots qui sont créés pour être à vos côtés au quotidien. Ils ont quelque part quelque chose d'assez attachant. Et le design a été pensé pour que vous ayez envie de vraiment discuter avec eux. 7000 Nao sont utilisés aujourd'hui dans le monde. Le robot devient un professeur particulier de danse, de tai chi et même de mathématiques. Le niveau de jeu est moyen. On va utiliser uniquement les additions. Commençons par la première question. 38. Ça va rester vraiment un compagnon, un assistant, qui devient un outil. En ce qui concerne l'éducation, c'est un outil pédagogique supplémentaire. Aldébaran surfe sur l'ère de la robotique, un thème qui fascine petits et grands, comme ses étudiants de l'École nationale supérieure de Paris. Au sein de leur club Hackens, les membres se questionnent sur l'évolution des machines dans notre société. Est-ce que le grand public va accepter ces robots et va vouloir acheter des robots humanoïdes en particulier, qui leur ressembleraient? On ne peut pas forcément trop prévoir finalement ce qui va se passer, comment les gens vont réagir, si les gens vont les rejeter en masse. En fait, une des grandes questions, c'est que généralement les robots sont limités à ce qu'on leur apprend. Et on peut partir du principe que la personne qui va programmer le robot ne sera pas forcément plus qu'un professeur, sauf s'il est vraiment très bien programmé. En définitive, pas d'inquiétude à avoir. La science-fiction ne rattrapera pas la réalité. Les robots hollywoodiens ne sont pas pour demain et les machines resteront de simples outils. Je suis content de te voir ici. On se quitte comme ça. Alors, petite précision, il y a 7000 Nao qui sont vendus dans le monde et les 3/4 sont dans le domaine de l'éducation. Donc, pourquoi mettre le robot en contact d'autistes? Alors, le robot a une particularité, effectivement, c'est qu'il a un visage qui est impassible. Aucune expression, pas de micro-expression. C'est une grande chance pour les enfants autistes qui du coup sont vraiment parasités quand on est en communication avec une personne qui est humaine, qui du coup sur son visage exprime beaucoup d'émotions. Et c'est quoi, c'est les lumières Les lumières, mais ça peut être simplement les sourcils qui sont relevés, ça peut être les yeux qui peuvent être fermés, ça peut être le visage qui est plus pâle que d'habitude parce qu'on est malade, le sourire qui va se mettre aussi en place, les mains qui peuvent parler aussi. Tout ça est parasite pour un enfant autiste. C'est une sorte d'hypersensibilité? Hypersensibilité et puis de ne pas pouvoir capter le vrai code en fait, de se concentrer sur les sourcils alors qu'on est en train de parler, de se concentrer sur le maquillage alors qu'on est en train de lui parler et de lui donner une consigne. Donc Nao, lui, est impassible, il a tout le temps le même visage, il n'a pas de micro-expression, donc ça ne parasite pas et l'enfant effectivement peut se concentrer sur ce qu'on lui demande. Comment ils réagissent en général avec ce robot? Ce sont des enfants avant tout, donc forcément le robot est très ludique. Ils le considèrent presque comme humain, non? Je ne sais pas si on peut dire qu'ils le considèrent comme humain. Par contre, c'est vraiment pour eux un jouet. Ouais. C'est un outil. Ils l'apprécient parce qu'effectivement, il a tout le temps le même code. C'est-à-dire que quand on lui parle, il va répondre de la même façon. Donc ça, c'est très rassurant. Il sait que quand on va lui donner la main sera toujours de la même couleur, elle sera toujours à peu près de la même température. C'est le côté prévisible qui le rassure? C'est le côté prévisible qui le rassure énormément parce qu'ils vont vraiment avoir toujours le même code. Et c'est ce qui vraiment parasite et inquiète beaucoup les enfants autistes. Et comment alors on le programme? Parce que justement, il vient dire des mots, mais il faut une programmation, il faut un logiciel. Alors, Aldébaran a mis en place une plateforme spécialisée pour les troubles autistiques avec des applications dans différents domaines, les émotions, les catégorisations, l'échange verbal. Donc toutes les applications sont déjà mises à disposition et donc on peut programmer la succession, l'enchaînement des applications pour un enfant et on note exactement ce qu'on attend, on note les résultats par enfant, c'est complètement individuel. Alors on l'a vu, les robots peuvent aider dans l'apprentissage et améliorer le quotidien avec un handicap, comme Nao. On va s'intéresser aux autres usages et parler de la rovolution, mot emprunté à Bruno Bonnel. Christophe, vous connaissez ce terme ? Oui, je connais très bien effectivement la révolution et Bruno Bonnel également. C'est vrai que ça en est un peu au début d'une révolution
qui est dans le domaine de la robotique grand public, enfin la robotique de service. C'est vrai que c'est un petit peu particulier pour nous dans notre cas, puisque on a un produit qui est vraiment dans le côté agrément et le côté festif, le côté interaction. Souvent, quand on pense à robotique de service, c'est les robots aspirateurs, les robots tondeuses, les robots qui peuvent nous aider au quotidien, ou les robots pour traiter l'autisme. C'est vrai que c'est un peu particulier, mais effectivement, il y a une révolution qui arrive. C'est lié aussi à la généralisation, aux composants. C'est vrai qu'il y a une mode qui est d'ailleurs validée par le fait que des grands groupes comme Google rachètent des boîtes de robotique. Donc c'est clair que les Japonais et les Américains, on va dire que c'est les leaders dans ce marché. Ah, c'est pas sûr. La France a vraiment... Alors, quelle est sa place à la France ? La France, en tout cas, en termes de start-up, en termes de projets, on est vraiment dans le peloton de tête. C'est vrai que le Japon a peut-être l'avantage au niveau de son gouvernement, peut-être de pousser plus et de financer beaucoup plus des sociétés pour, par exemple, mettre des robots dans les écoles, pour aider pour l'enseignement, par exemple. C'est peut-être un petit peu moins le cas en France. Aux États-Unis, il y a le côté militaire qui pousse beaucoup. Oui. Mais clairement, en France, on a des projets intéressants. Et puis c'est vrai que le gouvernement s'y intéresse aussi. Dernier point, ça a fait la une de l'Obs cette semaine. Est-ce que les robots vont prendre la place des humains ? Est-ce que ça va piquer des emplois ? Vous pensez ça ? Non, je ne pense pas vraiment. C'est vrai qu'il va y avoir vraiment une mutation au niveau des entreprises. Il faut voir que aujourd'hui, le problème souvent des PME, c'est un problème de productivité. Et donc le fait d'investir dans un robot, ça va permettre de concentrer plutôt certaines tâches répétitives, de les faire justement par ces robots-là, et de concentrer le personnel sur d'autres tâches, et surtout d'augmenter la productivité. Supprimer plus d'emplois que ça va en créer quand même. Non, ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est surtout donc il va falloir créer les robots. Il faut aussi repenser. C'est clair que la mutation, elle ne vient pas de la robotique. Elle a commencé il y a déjà plusieurs années. On est vraiment dans une révolution du travail au niveau du service, par exemple. On développe beaucoup le service. Et le service, ça montre bien qu'il y a du travail et pas forcément à la chaîne. Donc, ce n'est pas parce que les robots font les travaux difficiles qu'il n'y a pas de travail pour les autres. Vous êtes d'accord, Véronique ? Complètement. Et je pense que dans l'éducation, ce sera avant tout un outil. Et un outil très précieux parce qu'il permet vraiment d'adapter et de faire un programme individuel à un enfant. Alors, c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui comme difficulté auprès des enfants autistes qui sont scolarisés, c'est de pouvoir non pas avoir un enseignement sur un groupe classe qui peut être de 30 élèves ou 20 élèves, dans le meilleur des cas, mais plutôt un enseignement individuel. C'est donc vraiment de faire un programme individuel et ce ne sera toujours qu'un outil. Et on souhaite que Nao continue sa mission, son service auprès des personnes autistes et même dans le divertissement. Et que ces poissons aussi continuent d'égayer les aquariums. Effectivement, aujourd'hui, donc, ce robot est disponible pour des événements, effectivement, en tant qu'attracteur de public, sur des salons professionnels, sur des événements privés. Et on vous retrouvera à ce moment-là. Et sur la décoration, donc vous avez vu effectivement des images en arrière-plan du côté de décoration. Merci beaucoup à vous deux, merci beaucoup. Merci. Allez, on va se quitter un instant avec une très courte bande-annonce. On se retrouve juste après avec Yann, il nous parlera de Fast and Furious, il nous délivrera même des petits secrets. Et puis il y aura la découverte du jour avec l'exposition Jean-Paul Gaultier, ça sera juste après cette courte bande-annonce. Ne bougez pas, à tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Litige ou Cafouillage. Nous aurons le plaisir de vous retrouver toutes les semaines autour de nos invités pour débattre de situations hors du commun qui nécessitent une analyse pointilleuse afin de déterminer alors litige ou cafouillage. Et permettez-moi d'introduire nos invités de ce soir. Les dames d'abord, bien sûr, nous accueillerons donc Lucille Rabin, auteure de Cafouillage et Vie moderne. Elle nous apportera bien évidemment son expertise sur les cafouillages et les situations chaotiques. Bonsoir. Laissez-moi vous présenter également notre deuxième invité de ce soir. Vous le connaissez si vous êtes un amateur de football. Il s'agit de Pascal Coran, arbitre international, spécialiste du litige et du cafouillage. Pour des raisons évidentes, il viendra nous expliquer comment il fait la différence entre les deux. Bonsoir. Et pour finir, notre dernier invité sera Denny Crane. C'est le célèbre avocat de Boston, ténor du barreau et marié 6 fois.
il est bien évidemment un expert hors catégorie des situations litigieuses. Allez, les invités sont prêts, j'espère que vous aussi. Alors rendez-vous ce soir à 19h pour répondre à cette question épineuse, mais non moins intéressante. Alors, litige ou cafouillage ? De retour sur le plateau de Découverte le Mag. Avant de recevoir Mogori, il est temps de parler cinéma. Et bien sûr, c'est avec Yann. Il est là. Eh bien, bonjour. Ça me fait toujours plaisir de venir parler de cinéma ici. Moi Je aussi, suis toujours t'es content. le meilleur pour ça, de toute façon. Oh, arrête, tu me flattes. Ouais, alors aujourd'hui, je viens parler de Fast and Furious. Ah. Alors déjà, est-ce que vous êtes des fans de Fast and Furious? Je vais être franc, pas du tout. Moi aussi. Ah, Moi aussi. merci Mylène. Non mais en fait, ce que je trouve intéressant avec Fast and Furious, c'est que c'est une série de films qui fait, disons qu'il y a des gens qui aiment pour ce que c'est, d'autres qui n'aiment pas pour les mêmes raisons en fait. Et donc au final, ça donne vraiment genre toujours ce duel, est-ce que Fast and Furious ou est-ce que pas Fast and Furious? Et étant donné que je suis un Fast and Furious de fou, et ben moi je vais essayer de vous le présenter en bien. Alors Fast and Furious, c'est une série qui a commencé en 2001, qui a gardé toujours plus ou moins la même base d'acteurs. Alors c'était Vin Diesel, moi je suis un très très grand fan. Le regretté Paul Walker, sur qui on reviendra un petit peu plus tard. Et puis voilà quoi, en gros au début c'était ça la base, puis ensuite on a eu Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez qui sont venus se rajouter au truc. Et c'est vrai que ça donne, je pense notamment aussi à Tyrese Gibson qui est genre, moi c'est un truc que j'adore, voilà, je vois des gars qui se tirent dessus, qui font des courses de voiture, je trouve ça super cool. Et voilà, franchement, j'aime en parler sur un plateau parce que je me dis c'est des films on entend toujours dire ah ouais non c'est naze et tout. Et ben moi je viens les défendre et je viens de dire voilà c'est. Et donc les secrets, c'est ce qu'on attend. Mais les secrets, il y a pas de secret. Le secret c'est juste le succès de tous les blockbusters comme on a avec Transformers, avec voilà le secret c'est des grosses explosions, une grosse voiture. Concrètement, est-ce qu'il y aura des secrets ou pas là? Non. Donc désolé, on vous a menti, on vous a promis des secrets. Vous les aurez dans le prochain épisode peut-être. Mais du coup, j'essayais de m'en sortir un peu comme ça. Non, moi je voulais rester très, très terre à terre, voilà, dire que regardons Fast and Furious parce que c'est ce genre de film, voilà, moi des voitures qui explosent, des climax comme à la fin du dernier avec Jason Statham qui arrive. Pour tout le monde, c'est quoi c'est le petit truc qui annonce la suite du programme. Et voilà, quand je vois Jason Statham qui arrive et puis qui appelle Vin Diesel et puis qui lui fait tu me connais pas, mais ça va pas tarder. Et ben voilà, moi c'est un truc, c'est pour des punchlines comme ça que j'aime le cinéma, pour des films comme ça que j'aime le cinéma. Et allons voir. Tu conseilles d'aller voir le Statham. Mais bien sûr. Et en plus d'après la critique, c'est le meilleur. Et d'ailleurs, je pense qu'il va avoir un 8, non? En théorie, il me semble avoir lu quelque part qu'ils en avaient prévu 10. Donc on n'a pas fini de bien aller s'amuser au cinéma. J'irai peut-être. Voilà. Mais bien sûr, on ira ensemble, Vincent. Très bien. Ensemble. Merci beaucoup Yann. Il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir. Il est l'un des animateurs de la chaîne No Life, cette petite chaîne axée sur la culture geek et japonaise. Il connaît l'univers du jeu vidéo sur le bout des doigts. Mogori est l'invité de Découverte le Mag. Bonjour. Bonjour Mogori. Donc Kevin. Oui, Kevin. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous animez exactement sur No Life pour ceux qui ne connaissent pas trop? On connaît l'audience de No Life non, pas tout à fait, c'est assez compliqué. Enfin, en tout cas, moi je vais pas vous la donner maintenant. Pourquoi? Parce que moi j'ai pas les chiffres exacts et je veux pas dire n'importe quoi. C'est pas confidentiel quoi. Non, c'est pas confidentiel, ce sont des chiffres de façon médiamétrique, on peut récupérer assez facilement. Alors justement, est-ce que vous êtes déjà allé dans les salles d'arcade? Dans les salles d'arcade, oui. Ouais, alors j'y suis allé surtout quand j'étais jeune, parce que malheureusement en France, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Mais j'y ai passé beaucoup de temps, ouais. Justement, une question, le succès des salles d'arcade est-il passé? Vous savez, ce sont ces endroits où se rassemblent plein de jeux, des baby-foot, des flippers, des vieux jeux vidéo, quoi. Et Thomas, Nicolas et Julien ont voulu savoir comment ce phénomène des années 80 réussit à survivre. Exemple de la tête dans les nuages à Paris, regardez. Véritable phénomène de société depuis leur apparition dans les années 80, les salles d'arcade sont aujourd'hui sur le déclin. Symbole de la culture de cette époque, l'image de la salle d'arcade classique que l'on a pu voir dans de nombreux films a désormais bien changé.
la montée en puissance des ordinateurs et l'équipement des foyers en télévision n'a cessé de faire baisser leur nombre. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 2 à être inscrites au registre du commerce de Paris. L'une de ces irréductibles, c'est la tête dans les nuages située boulevard des Italiens. Même si on a tous des jeux vidéo à la maison, ici ça permet de le faire, mais dans un autre cadre, quoi. Tu passes un bon moment, tu te détends, tu rigoles entre amis, voilà, tu joues un peu, tu t'éclates. Enfin, c'est un moyen de se détendre. Avec la diversification de ces activités, la salle vise une ouverture à un public plus grand. Nouvelle cible, les familles et les puristes du jeu vidéo. On a un public très très hétérogène qui va de 4 ans à 60-65 ans. Mais on a également beaucoup d'habitués, des trentenaires qui viennent jouer à Street Fighter, beaucoup d'habitués qui viennent surtout jouer aux jeux de danse. On a beaucoup de clients qui viennent demander ici si on n'a pas des anciennes bornes à revendre, si on n'exploite pas des bornes Street Fighter, des choses beaucoup plus rétro, alors que les jeux qu'on voit beaucoup plus récents, qu'on a en place, sont des jeux beaucoup plus basés pour les enfants. La mort de l'arcade n'est peut-être pas encore d'actualité. Avec ce nouveau public, la salle a trouvé un bon moyen de répondre à la question de la transmission. Disons que ça fait partie d'une certaine culture maintenant. Voilà, les jeux vidéo, ça existe depuis très longtemps. Nous, on a grandi avec les jeux vidéo. Nous tous, quand on était gosses, maintenant, c'est bien aussi de transmettre certains petits classiques aussi. Je venais il y a un peu plus de 15 ans en arrière. C'est mes parents qui m'ont emmené ici. Maintenant, j'emmène ma fille ici. Si l'arcade dans sa forme la plus pure a bel et bien disparu, elle continue d'exister au sein de structures comme la tête dans les nuages. Ici, les vieilles bornes d'arcade côtoient les pistes de bowling et une chose est sûre, les jeunes générations n'ont pas fini de rêver et de s'amuser. Sur le plateau de Découverte le Mag, on retrouve justement Romain, spécialiste. Bonjour. Bonjour. Alors, Mogori, est-ce que la haute technologie comme les casques par exemple de réalité virtuelle est le futur de nos jeux vidéo ? C'est le futur. Alors ça va être bizarre à dire, mais c'est le futur actuel de nos jeux vidéo. C'est évidemment c'est ce vers quoi on se dirige actuellement. Maintenant, à titre tout à fait personnel, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui représente l'avenir durable du jeu vidéo. Et pourquoi ça ? On a vu ça, disons qu'on a déjà constaté ça avec le motion gaming récemment. Alors le motion gaming, c'est tout ce qui était, vous avez sûrement entendu parler de la Wii, de Nintendo. Oui. En fait, c'est périphérique qui nous permettait de jouer en bougeant, que ce soit donc la Wii nous permettait de jouer avec une manette, il y avait le Kinect de la Xbox 360 qui nous permettait carrément de jouer sans aucune manette. Ça a été quasiment l'entièreté du jeu vidéo qui marchait ces dernières années et il se trouve qu'aujourd'hui c'est déjà en train de se perdre un petit peu. Alors actuellement, voilà, il y a eu la 3D aussi avec la Nintendo 3DS sur portable et les télés aussi 3D qui se démocratisaient. Pareil, c'est quelque chose ça ressemble à des lubies en fait un petit peu le jeu vidéo. À un moment donné précis, se dit qu'il a absolument besoin de ça et finalement on se rend compte que non finalement. Ouais. Donc voilà, tout ce qui est réalité virtuelle ou réalité augmentée aussi avec des casques, ça pourra très bien faire la même chose, c'est-à-dire marcher pendant quelques temps puis s'oublier. Romain, ça ressemble à quoi ces casques exactement ? Il s'agit de casques en fait qu'on met sur le visage et ça permet de voir directement en 3D. Donc on est en immersion, c'est ça ? C'est en immersion totale, oui. Donc justement, oui, ça permet donc d'avoir une nouvelle perception, on va dire, du jeu vidéo. T'as déjà essayé ? Pas encore, malheureusement, j'ai pas pu essayer, mais j'ai eu beaucoup d'échos. Et par exemple, il peut y avoir aussi quelques problèmes avec notamment déjà avec la vue, tout simplement, parce que certains casques ne se règlent même pas à la dioptrie, à la vue des gens. Donc on est dans un monde flou, un peu ? Pour certaines personnes, oui. Ou même pour certaines personnes, ils ne supportent pas tout simplement l'immersion. Et du coup, le cerveau en fait est un peu confus. Et du coup, ça peut rendre même malade certaines personnes. Donc en plus, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Bon, alors, pour ceux qui apprécient, est-ce que ça peut relancer les salles d'arcade comme on a vu tout à l'heure ? Alors j'en doute un petit peu parce qu'en fait ce genre de jeu avec casque, etc., réalité virtuelle, ça existe depuis très longtemps en fait dans les salles d'arcade. C'est justement là qu'on les a vus apparaître en premier. Dans le courant en fin des années 90, même peut-être avant, on avait déjà ces expériences un peu futuroscope, c'est-à-dire que voilà, un petit casque, un petit jeu. Bon, alors c'était pas très bien fait à l'époque. Aujourd'hui, on a évidemment des technologies qui nous permettent de faire des jeux plus réalistes, qui nous permettent d'être plus immergés dans les univers, mais voilà, ça existait il y a un certain temps et ça ne les a pas sauvés, les salles d'arcade. Actuellement, j'ai l'impression que le salut de la salle d'arcade, en France en tous les cas, se situe plus dans la scène compétitive, c'est-à-dire certains jeux, les jeux de combat notamment. J'ai l'impression que les retours à la salle d'arcade se passent plus là que pour le grand public qui pourrait être attiré par ces expériences immersives.
Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, notamment avec les tapis aussi de Mars, etc., si vraiment tout est fait, c'est en fait une fois qu'on a un casque pour rajouter de l'immersion. Non, voilà. Et, on remarque qu'on fait du sport en même temps, mais en gros, oui, c'est pour marcher à la place du personnage. On n'a même plus de stick, on n'a plus de manette. C'est voilà, on court sur place, c'est nous-mêmes dans le jeu. Avec le casque, on est dedans. Et après, pourquoi pas, par exemple, si c'est un jeu, par exemple, si c'est un FPS, donc avec des armes en main, pourquoi pas avoir une arme en main et carrément. Mais justement, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un peu peur parce que quand on voit les jeux comme Call of Duty ou ce genre de jeux, ce sont des jeux où on est immergé dans la guerre. Est-ce qu'on on peut pas Ça va accélérer la violence. Oui, c'est la question à se poser. Oui, alors moi en tant que rédacteur en chef du contenu jeux vidéo d'une chaîne jeux vidéo, ça va être mon métier de dire que non, que non, vraiment pas. Question qui fâche. Enfin, je ne le crois pas en tous les cas. C'est une question très vieille qui date du jeu vidéo. Ça existe. Qu'est-ce qui existe? C'est-à-dire de la violence et le jeu vidéo. De ceux qui font des massacres, malheureusement, dans des... Non, mais c'est carrément le fait d'être immergé, en fait. Parce qu'en soi, le jeu vidéo comme ça, n'a pas forcément... C'est un autre débat, mais bon, ça joue. Je ne suis pas certain qu'il soit justifié de faire une relation directe entre le jeu vidéo et sa manière d'inclure le joueur et les violences qui peuvent avoir lieu après. Il y a eu plusieurs études qui ont prouvé que ce n'était pas forcément directement lié. Voilà, je ne suis pas certain que ce soit pertinent de faire des parallèles directs. Maintenant, c'est vrai que je comprends que la question se pose au fur et à mesure, effectivement, qu'on se retrouve de plus en plus enfermé dans un monde. C'est vrai que ça fait presque peur de voir quelqu'un avec un casque qui est complètement coupé du reste et qui joue à des jeux potentiellement violents. Je comprends que la question se pose, mais je ne suis pas certain qu'elle soit tout à fait juste. Après, j'avais même vu, moi, quelques études, justement, dans lesquelles, en fait, ça permettait aux gens, en fait, de se défouler. Et au contraire, ça permettrait d'expulser le peu de pulsions qu'ils puissent avoir. Ça libère les émotions. Voilà, donc en fait, ça serait même, pour certaines études, ça serait même l'inverse. Ça enlèverait la violence. Parce que justement, il permettrait de se défouler, etc. Le plus important, je pense, finalement, c'est le propos du jeu auquel sont soumis les gens. C'est-à-dire que si le jeu en question n'est qu'une simple simulation de guerre comme on l'utilise, c'est vrai, certaines armées, c'est vrai que pour s'entraîner, utilisent des choses qui ressemblent à des jeux vidéo. Si le propos du jeu, c'est juste une simple simulation de guerre sans aucune pédagogie derrière, ou alors sans aucun scénario complètement loufoque qui le détacherait de la réalité, je peux comprendre que ça puisse se considérer comme étant dangereux. Maintenant, voilà, le but du jeu vidéo doit aussi être de bien s'identifier comme un jeu vidéo. On va se projeter un peu dans le futur. Comment vous imaginez la prochaine console ? La prochaine console, c'est assez dur à imaginer maintenant parce qu'en fait, on est en train, dans le jeu vidéo, de voir... de constater la disparition de certains gros piliers qu'on avait jusqu'ici, c'est-à-dire des générations de consoles très fixes, très déterminées, pardon. On en est à la 8e actuellement, si je ne me trompe pas, qui étaient trustées par des gros constructeurs, c'est-à-dire Nintendo, Sega, Sony, depuis moins longtemps Sony. Maintenant, il y a l'explosion du jeu vidéo sur portable, sur mobile, qui fait que le jeu vidéo ne passe plus nécessairement par des consoles. On sait que Nintendo a annoncé une nouvelle console récemment, avec simplement un nom de code, on ne sait rien dessus. Mais on est à une époque où on peut même se demander si cette console sera vraiment physique. C'est-à-dire que je pense que celle de Nintendo le sera. Mais le jeu vidéo se distribue de plus en plus de manière numérique et on a de moins en moins besoin de ces CD qui étaient avant des cartouches et même de ces consoles dans lesquelles on met des CD. Notamment la PlayStation 5 qui apparemment serait, pour le moment c'est que des rumeurs, mais serait carrément virtuelle. Voilà, c'est de l'ordre de la rumeur, mais c'est des rumeurs qui paraissent plausibles à l'heure actuelle. On l'a compris, merci beaucoup. Merci à vous deux. Tout de suite, nous allons voir un petit reportage. C'est La Marinière, le corset de Madonna, les jupes pour hommes sont l'œuvre... quelque chose ? Absolument pas. Un couturier, non, populaire ? Ah si, pardon. Eh bien, c'est l'exposition Jean-Paul Gaultier qui s'installe enfin à Paris après 9 étapes dans le monde entier. Vous avez jusqu'au 3 août pour découvrir et admirer au Grand Palais les collections de l'enfant terrible de la mode. Andrea et Maëlle y sont allés. En fait, l'exposition n'a pas été approchée comme une rétrospective, c'est vraiment plus une installation contemporaine, c'est thématique. Jean-Paul Gaultier, dès le départ, lui, beaucoup de gens lui ont demandé de faire des expositions sur ton travail depuis des années. Toujours refusé parce que pour lui, les expositions, c'est pour les gens morts. Donc, je crois que l'approche qu'on a eue
qui était une approche plus humaniste par rapport à son travail, vraiment de démontrer le message social fort, de parler de ses muses, de parler de ses influences. C'est une approche aussi qui a beaucoup plu. Ce qu'on voulait vraiment représenter aussi dans l'exposition, c'était le message social très fort dans son travail, parce que peu importe votre âge, votre couleur de peau, votre religion, votre orientation sexuelle, tout le monde a toujours été bienvenu dans son univers, sur son podium. Même en 87, il avait passé une annonce dans Libération qui disait créateur non conforme, cherche beauté atypique, gueule cassée, ne pas s'abstenir. Puis donc on a vraiment voulu représenter cette idéologie-là avec différents mannequins qui ont différentes couleurs de peau, même les mannequins animés qu'on retrouve un peu partout dans le parcours de l'exposition. Depuis 2009, c'est un peu la caravane Gauthier qui se promène partout sur la planète, de l'Australie à New York, à Londres, à Montréal, à San Francisco, à Madrid, à Rotterdam, à Stockholm, donc maintenant à Paris. Jean-Paul Gaultier, donc, jusqu'au 3 août au Grand Palais, ça donne envie. Solène, bonjour, tu nous as rejoint ici. Bonjour Solène. Alors, on a parlé de Jean-Paul Gaultier, quelles sont les autres expositions à aller voir absolument? Alors dans les autres expositions, pour l'instant, on va rester dans le milieu de la mode. Il y a l'exposition au Palais Galliera qui accueille une rétrospective sur la plus ancienne maison de création encore en activité, la fameuse maison Lanvin. Donc au travers de créations, carnets de voyage, photographies, c'est l'occasion de redécouvrir ce qui a fait le succès de sa créatrice, Jeanne Lanvin. Donc l'exposition est visible du 8 mars au 23 août 2015. Toujours encore dans le milieu de la mode, la collection qui avait fait scandale d'Yves Saint Laurent, Libération, est exposée à la Fondation Yves Saint Laurent Pierre Berger jusqu'au 19 juillet prochain. On s'en souvient, elle avait choqué la presse à l'époque pour ses nombreuses références au Paris de l'occupation. Donc là, ce sera l'occasion de redécouvrir au travers des vêtements de la collection et de leurs caractéristiques, pourquoi justement à l'époque elle avait tant fait scandale en 71. D'autres expositions? Oui, pour les amateurs de musique, David Bowie est à l'honneur à la Philharmonie dans une exposition baptisée David Bowie Is. Après l'Angleterre, c'est à Paris que l'exposition s'installe jusqu'au 31 mai prochain. Donc on pourra découvrir la vie du chanteur au travers d'archives personnelles, de documents visuels, sonores, des photographies, des films, des costumes et des instruments retraçant son parcours. Et pour les amateurs de sculpture, vous pouvez redécouvrir les créations d'un des pères de la sculpture moderne, Auguste Rodin, au musée Rodin, justement, jusqu'au 27 septembre 2015. En tout, c'est à peu près 150 plâtres terre cuite, dont certains inédits, qui sont exposés. Ça permet de suivre et de mieux comprendre ce monument de la sculpture. Et enfin, pour les plus petits et les plus grands, le célèbre sorcier qu'on connaît tous, Harry Potter, présent à la Cité du Cinéma depuis le 4 avril dernier jusqu'au 6 septembre 2015. Donc vous pourrez découvrir dans quelle maison vous êtes avec le Choixpeau magique, assister à un cours du fameux directeur Dumbledore, voir le Vif d'Or ou encore le Nimbus 2000 et aussi découvrir la chambre commune des Gryffondors. Eh bien, enfourchez votre balai magique et allez directement dans cette exposition et même dans toutes celles dont Solène vient de nous parler. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors justement, on parlait de Fast and Furious tout à l'heure avec Yann. Justement, nos amis journalistes ont fait un petit sketch bande-annonce Fast and Furious version française. C'est toi, Xiaomi? J'ai un compte à régler avec toi. Et ce sera sur la route. Et l'enjeu, ce sera notre carte grise. Lâche ton arme ou je te jure que je mets une balle.
tu vas préférer la version française? Je préfère tout, moi j'aime tout, voilà. C'est la fin de cette première édition de Découverte, le magazine. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez le prochain numéro à midi. Au programme, comment réussir avec un handicap, les chiens guides et puis un live musical avec un groupe surprise. Voilà, c'est dans pas très longtemps, dans un instant. Mais nous, avec Mylène, on se retrouve à 14h pour un grand jeu concours étudiant contre référent. Il y aura des tas de questions, 4 manches pour savoir qui sera le grand vainqueur. Rendez-vous à 14h sur cette même chaîne. À tout à l'heure.